Bienvenue à vous sur T18, ravi de vous retrouver. Chaque semaine, on décrypte ensemble ce monde des médias en pleine révolution. Au sommaire de cette 18e émission, 11 ans qu'elle est à la tête des JT du week-end de TF1, Anne-Claire Coudray revient sur sa saison et nous dévoile ses projets. Il est l'un des signataires de la tribune contre l'ingérence de Vincent Bolloré dans le cinéma. Bruno Solo nous présentera également C'est qui le chef mardi soir sur France 3. Et enfin, T18 à 1 an. Alors objectif, audience, projet à venir. On va poser toutes les questions à Christopher Baldelli, le boss de votre nouvelle chaîne TNT. Info, reco, décryptage, Pure Média L'Hebdo, c'est maintenant. Bienvenue sur T18, mais également sur Pure Média, le site de référence de l'actu des médias. Alors, tout au long de l'émission, vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Pure Média L'Hebdo. Notre journaliste expert média cette semaine, à mes côtés, c'est Rémi Jacob, journaliste à la Tribune Dimanche. Salut Rémi. Bonjour Virginie. Et un son, un seul. Madame, messieurs, bonsoir. J'en rêvais. Pardon, mais j'en rêvais. Non, mais vous avez raison, c'est très agréable. Bonjour Anne-Claire Coudray. J'espère que voilà, j'exprime parfois un peu plus de détente que ça, mais vous avez raison, généralement les premiers titres sont les titres les plus graves, donc c'est très solennel en fait. Au contraire, voilà, c'est la solennité effectivement du JT. 2800 fois que vous le prononcez, ah oui, ce fameux... Oui, j'ai compté. Fameux Madame, Monsieur, bonsoir. Vous l'avez répété devant un miroir? Ah bah c'est sûr, ah bah ça c'est sûr. Non, non, mais il faut le répéter pour retrouver un peu de naturel. Vous avez vu, là, les studios, rien n'est naturel. Et donc, quand on arrive du terrain comme moi et qu'il y a cet Everest à gravir, bah oui, je dois avouer que je suis passée par cette étape et c'était pas conclu en tout de suite. Oui, de grands reporters, effectivement, à présentatrice des JT, avec 5 millions, quand même, un succès d'audience, 5 millions de téléspectateurs, effectivement, tous les week-ends, la vraie reine de l'info. 5 éditions en 3 jours, quand même. Ouais, 3 20h, 2 13h, et des week-ends forcément fichus, avec la famille. Ah, oui. Ça va, pas trop de reproches? De temps en temps, mais j'ai de la chance. Je crois qu'ils voient que je suis épanouie dans ce que je fais et que ça vaut le coup de me laisser ce petit moment de liberté. Après, je ne vous cache pas que le reste de la semaine, je ne pars pas faire du yoga au moment des devoirs. Il faut être là. Voilà. Mais, pour la famille et pour son mari aussi, c'est plus dur pour la famille que pour moi d'ailleurs, parce que moi je suis dans l'action, j'adore tellement. Vous avez dit, 13h, 20h, c'est un bonheur. Je pense que je suis à la place la plus enviable quand on aime l'info à la télé. Mais oui, non, ce qui est dur, c'est au bout de 10 ans, se dire, alors j'ai raté combien de kermesses, combien de spectacles de danse, combien de baptêmes, d'anniversaires, de mariages. C'est là que vous vous rendez compte que voilà, c'est pas tout à fait un métier en phase anodin, avec le rythme qui rentre en 6e, c'est ça, mais qui regarde aussi le JT ou pas, qui regarde sa maman? Oui, elle regarde. Elle commente? Oui, alors elle commente, pas plus que ça. Alors quand elle était petite, elle faisait des bisous à la télévision, donc moi ça me faisait pleurer forcément. Maintenant, oui, elle regarde pas tout, parce que 10 ans, bon, il y a quand même des choses qui sont difficiles, mais... Donc pas de yoga la semaine, en revanche, vous passez effectivement toute la semaine au 3e étage de la Tour TF1, ou en tout cas au moins à la fin de la semaine, où se trouve votre bureau, chère Anne-Claire, pour descendre au 1er étage, présenter le journal. On a eu le droit à une visite un peu spéciale, regardez. Nous allons voir Anne-Claire Coudray juste dans les coulisses du journal de 20h. Ici, c'est un lieu, c'est un sanctuaire. Plus on se rapproche de l'antenne et plus cet endroit est réservé vraiment à ceux qui ont quelque chose à y faire. Cette salle-là, c'est là où les rédacteurs en chef valident les sujets. Alors, on rentre dans l'obscurité avant de se mettre dans la lumière. Là, c'est la prompteuse. Là, c'est mon assistant. Dans le fameux fond vert, le célèbre fond vert de la météo. Donc ils ont des télévisions de chaque côté, donc ils font leur météo et puis évidemment après on incruste en régie des cartes météo. Et alors on a c'est un énorme écran qui fait 70 mètres carrés, qui est le plus grand écran en Europe. Et puis on a aussi plein de caméras. Alors là, elle n'est pas branchée, mais là normalement c'est le prompteur. Donc quand je regarde, c'est juste au-dessus de la caméra pour que l'axe regard ne soit pas dévié. C'est-à-dire que quand moi je regarde... Que tu regardes comme si tu regardais la caméra en face. C'est comme si on regardait la caméra. Je vous attends, c'est chez vous ici. Christophe Beaugrand qu'on voit qui fait visiter effectivement les studios du JT. Vous parlez de proximité, c'est chez vous ici, c'est ça que vous recherchez systématiquement? Ah oui,
Bah oui, il n'y a pas d'autre mission pour le journal télévisé que de donner aux téléspectateurs les clés pour mieux vivre au quotidien, mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent, dans lequel ils travaillent ou pas, dans lequel ils vont voyager. Et donc, oui, c'est vraiment notre obsession, c'est ça. Est-ce qu'on se compare aussi par rapport aux autres camarades, comme Laurent Delahousse qui est en face de vous? Ah bah oui, vous voyez la table angle, là. voilà. Moi, je le vois, Laurent Delahousse sans le son. C'est-à-dire vous le voyez en permanence, vous avez un double écran? Et lui fait la même chose. Et en régie, on écoute évidemment ce que fait le principal concurrent. Ça, c'est très utile déjà parce que quand il y a de l'actu qui s'impose, voilà, on a parfois les mêmes journaux à la seconde près, avec les mêmes actualités. Que vous changez par exemple le journal pendant Alors c'est difficile, direct. Ça peut arriver sur une image qu'on n'aurait pas vue. Là on se dit bon, on a peut-être le temps d'ici la fin du journal, mais généralement non, c'est pour sentir aussi si on a été meilleur ou si on peut s'améliorer pour le 20h et quelle a été leur ligne éditoriale. Et c'est là qu'on voit les vraies différences effectivement. Ouais. Alors récemment sur ce plateau dans Pure Média l'Hebdo, on a reçu 2 ex-présentateurs de JT, Christophe Ondelat qui a présenté, vous le savez, le Trésor de France 2 et Jacques Legros que vous connaissez bien, Joker du Trésor de TF1 jusqu'à l'an dernier. Et voici ce qu'il disait. Un journal, c'est extrêmement contraint. C'est un cadre très strict en temps, en choix de sujets, en façon de lancer les sujets, le vocabulaire qu'on emploie, les réactions qu'on peut avoir. C'est très contraint et c'est normal. C'est pas intéressant de présenter le JT. Hein, Pourquoi? Parce qu'on décide strictement de rien. Il y a des red chefs qui ont décidé déjà, avant que vous arriviez le matin, tout est déjà décidé, le contenu. Donc vous êtes pas le seul à le dire, censé dicter des lancements. Et puis à un moment donné, aussi la surexposition médiatique. Alors, quand Christophe Ondelat dit qu'on ne décide de rien, j'ai vu que ça vous avait fait réagir, Bah oui. qu'on est finalement une marionnette, qu'est-ce que vous répondez? J'imagine que vous n'êtes pas d'accord. Ah bah c'est tout l'inverse. Moi, je suis rédactrice en chef de mon journal. J'arrive le matin avec plein d'idées. Comme on est une petite équipe le week-end, on s'échange les numéros de téléphone. On essaye avec les journalistes de voir comment on peut faire avancer l'actualité. On regarde les reportages. Donc les mains dans le cambouis, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Mais bien sûr. Et de toute façon, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement parce qu'il faut que j'assume chaque seconde de ce journal et des reportages qui sont diffusés. Donc évidemment que j'ai mon mot à dire sur chaque mot qui sera prononcé et chaque image qui sera diffusée. Donc non, je suis désolée pour Christophe Ondelat qu'il l'ait vécu comme ça parce qu'il y avait moyen de faire autrement. En tout cas, vous le faites si bien. Christophe Ondelat évoque aussi dans cette interview qu'on a menée ici la surexposition médiatique. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que finalement elle est pesante? Mais alors absolument pas. Déjà parce que je ne suis pas une actrice, je ne suis pas une chanteuse, je ne déclenche pas des passions. Donc généralement, les rapports avec les gens qui vous interpellent dans la rue sont très sympathiques. Bon, certains ne sont pas d'accord avec notre ligne éditoriale et nous le disent. Mais moi, j'adore quand je prends le RER ou le métro, sentir en face une petite surprise. C'est vous? Bah oui, c'est moi. Vous avez quand même des commentaires sur effectivement les réseaux sociaux, sur la veste, la couleur de la veste, le brushing. Alors, au début, je trouvais que c'était d'une violence inouïe. Et puis j'ai fini par me dire que c'était un moyen d'entrer en contact avec les téléspectateurs et c'est généralement très sympa. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça de toute façon, il n'y a pas besoin d'être présentateur pour le savoir. Donc je trouve ça plutôt sympathique. Et on a une info, vous prenez le métro Anne-Claire Coudray, le métro quelle ligne? Non mais je suis pas la seule. Alors moi j'habite à Nières, donc je prends beaucoup la ligne de train qui ne dites va pas à trop, ça va Saint-Lazare. être l'émeute. Allez, dans quelques minutes, Anne-Claire Coudray, on va recevoir Bruno Solo tout à l'heure. Mais d'abord, arrêt sur image. 3 moments forts de votre carrière, Anne-Claire Coudray. Première photo, regardez. Et voilà, on découvre Stromae à l'écran. C'était en 2022. C'est une interview qui était très forte, évidemment, sur sa carrière, sur ses choix, sur son nouvel album, mais aussi sur la santé mentale. Il décide de vous en parler en chanson. Un moment très fort, il parle de pensée suicidaire. Comment vous l'avez vécu, ce moment? Très répété. Je me suis faite aussi petite que je pouvais parce que j'étais à côté de lui et j'avais tellement peur de le déranger dans ce moment qui était tellement dingue pour lui, où il se mettait à nu sur un sujet qui était tellement douloureux. Et c'est lui qui nous a sollicités. On avait évidemment fait la demande comme tous les médias. C'est lui qui nous a sollicités, qui a tenu à venir au journal. Vous voyez la sobriété de sa tenue, ce qui n'est pas son cas normalement sur scène. Et il nous a dit, voilà, je veux un cadre solennel, je veux pas de public, on n'est pas dans
une émission de divertissement, ce que j'ai à dire, voilà, c'est ce que j'ai de plus grave. intime. Et en même temps, Ouais. je pense que ça peut servir à des millions de personnes. Et ça a été le cas. Parler de santé mentale, effectivement, à une heure de grande écoute. Alors, ça a été un carton d'audience, 7,3 millions de téléspectateurs sur YouTube, plus de 13 millions de vues. Alors, moi, devant ma télé, je vais être très, très honnête, je vais même être très direct. Je vous avoue que j'étais un peu gêné par cette séquence. Je me suis demandé si c'était vraiment le rôle du 20h, d'une journaliste comme vous, qui a une carte de presse, finalement, de se prêter à ce qu'il y ait une mise en scène, qui est une mise en scène revendiquée. Est-ce qu'il n'y avait pas un mélange des genres qui a pu perturber le téléspectateur, Anne-Claire Coudray? Alors, il n'y a pas eu de mélange des genres, parce que la santé mentale, on en fait des reportages, et donc la Le thématique... fait de poser une question qui était préparée et de faire une séquence d'infotainment. Alors, au début, il nous a dit « je viens, mais je ne ferai que chanter ». Donc, on lui a expliqué effectivement ce que vous dites. Nous, on est un journal d'actualité avec des codes qui sont l'interview classique, avec des vraies questions sur votre carrière, votre parcours, etc. Par contre, on vous reconnaît le fait d'avoir pesé chacun des mots de cette chanson et la sincérité de cette réponse que vous avez choisie dans la forme qui est celle que vous avez voulu. Et à ce titre-là, on s'est dit que voilà, on allait facilement se défendre face à ces attaques. L'intérêt de la santé mentale était supérieur. Mais bien sûr, mais bien sûr. Deuxième photo pour raconter votre si grande carrière. On aurait pu en avoir beaucoup, oui, beaucoup, évidemment, mais Céline. celle-ci, voilà. Céline Dion. Céline Dion, Ouais. un moment encore Ouais. incroyable, évidemment, avec elle. On est en juin 2024. Vous allez à Las Vegas et vous lui offrez, juste avant l'interview, Ah oui. ce petit porte-clés Hasard. Tour Eiffel. Est-ce que vous aviez l'information? Pas du tout. Anne-Claire, dites-moi Non. la vérité. Ah non, alors qu'elle la allait vérité- chanter du haut de la Tour Eiffel quelques mois plus La tard. vérité, c'est qu'on C'était avant les enregistre un peu avant la diffusion. Donc au moment où il n'y a aucune rumeur, d'ailleurs Ouais. la rumeur elle sort la semaine d'après dans le Canard enchaîné. Et je D'où me ma dis avec question. mon rédacteur en chef, il faudrait qu'on lui offre quelque chose. Parce que vous savez, là, moi je suis la 5e à passer, on est 6 à avoir été choisis dans le Oui, monde. ce sont les press Tout- junkets américains, ça Mais va oui. vite. Hein. Et on se dit, il faut qu'on se crée un petit moment à nous au début. Et donc je me dis, bon, je ne vais pas lui offrir un parfum. Hein. Et j'avais lu qu'elle rêvait de revoir la Tour Eiffel. Je me dis, voilà, je vais aller acheter mon petit porte-clés. Je le lui donne. Et là, je pense qu'elle s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Elle est au courant, sait. elle est au courant, Elle est c'est au ça. courant, je n'ai le droit de rien faire. Elle s'en est tirée comme la professionnelle qu'elle est. Et quand je suis rentrée, tout le monde m'a dit, mais alors tu lui as posé la question? Évidemment, mais jamais. Jamais. Mais- On sortait d'un documentaire où interpellée elle n'avait plus de voix. Et donc, on n'était pas du tout dans la perspective de l'avoir chantée aussi En coulisses, rapidement. elle n'est pas venue nous voir en disant, mais vous avez une Non, information? Rien? non, personne n'a rien dit. Céline Dion, comme on la connaît. Et après coup, on s'est dit qu'on avait eu du flair, évidemment, mais aussi beaucoup de chance. Troisième photo, ou plutôt troisième image, regardez. Je peux vous demander combien vous gagnez Oui, aujourd'hui? en moyenne, je vais gagner, on va dire, 2200 €. Quand j'ai des nuits, si j'ai un mois entier de nuit, je vais aller jusqu'à 2005-2007. Et vous pensez quoi de ce salaire? Par rapport aux responsabilités, à tout le travail qu'on fournit et la vie de famille aussi à gérer à côté, etc., c'est pas assez. C'était en mars dernier, Anne-Claire Coudray, une immersion au CHU de Nantes. Vous De êtes Nancy. partie- De de Nancy. Nancy, pardon. Vous êtes partie également en Russie. Gilles Boulot aussi le fait en semaine. Est-ce que c'est ça aussi la nouvelle ligne éditoriale de TF1? Beaucoup d'immersion? Alors moi, je le fais depuis toujours parce que quand je suis arrivée au journal, j'avais pas grand-chose entre guillemets à vendre, sauf mon expérience de grand reporter. Et c'est l'ADN de TF1 de toute façon. Si TF1 nous a choisi, Gilles et moi, c'est parce qu'on est d'anciens reporters de terrain et qu'on a toujours ce goût-là et cet ADN-là. Et aller voir sur place, c'est pas gadget. C'est-à-dire que je ne ferai jamais ce qu'un autre journaliste de la rédaction peut faire. Moi, quand je vais sur le terrain, ça événementialise. Et je pense que les réponses sont très différentes. J'embarque le téléspectateur avec moi et puis je vais constater par moi-même. Ça me rassure moi pour le reste de l'année. Je pense que j'ai besoin de ça pour me sentir légitime. Et puis, les téléspectateurs apprécient beaucoup le fait de venir avec nous sur le terrain, de poser des questions à hauteur d'homme. Vous pensez à l'après 20h, à l'après 13h, vous pourriez quitter le JT, quitter le studio pour aller sur le terrain? Ah oui, uniquement? oui, c'est sûr. Je ne suis pas sûre que j'ai été une présentatrice née. C'est-à-dire que c'était pas du tout un rêve de petite fille. Moi, c'était le reportage. Et tous les jours, je remercie cette carrière que j'ai eue avant de reportage parce que ça donne de la consistance, je pense, à ce que je fais et au lancement que j'écris. Est-ce qu'on est débauché quand on s'appelle Anne-Claire Coudray? Est-ce que Non, parfois il y a des alors, coups de fil? Jamais? Pas du tout. Jamais. Bah, j'ai la meilleure place que je puisse imaginer, donc je Enfin, pense que certains pourraient tenter leur chance sur un malentendu Oui, comme bah, dirait l'autre. non, alors écoutez, non. Après, Vous pourriez faire de la radio, tiens, en ah, semaine. j'adorerais faire de la radio Ah, en mais l'appel est parallèle ou un lancé. jour. Oui, mais moi j'ai longtemps hésité. Je trouve que l'écriture radio-télé, c'est pareil, c'est une écriture nerveuse que j'aimais bien. D'autres formats à venir en immersion, peut-être plus long encore? Alors, la prochaine immersion que j'ai en tête, c'est évidemment
évidemment les midterms en octobre prochain Aux États-Unis. pour les élections américaines. On a tellement envie de voir dans quel état est ce pays qu'on a tellement aimé. Et Je qui nous comprends, mais dans quel état déboussole. est la France aussi? Donc forcément une immersion peut-être pour la présidentielle? Ah Une émission oui, spéciale, non, mais bien plusieurs. sûr, pardon, bien Qu'est-ce qui est sûr. Oui, prévu? oui. Alors, pour la présidentielle, on va évidemment faire ce qu'on sait faire. Moi, j'ai des formats déjà qui sont prêts dans mes journaux. On a notamment Route nationale où on va sur le terrain, on interpelle les Français. Et interpeller les Français, c'est pas juste leur tendre le micro. Moi, pour cette présidentielle, j'ai aussi envie de les pousser dans leur retranchement. Parce qu'on n'a jamais que les politiques qu'on mérite ou qu'on choisit. Et donc, c'est un moment de choix. Donc, il est hors de question de faire croire qu'il y a les politiques d'un côté et les électeurs qui seraient passifs de l'autre. Et donc, évidemment, l'immersion, le fait d'aller les voir sur le terrain, c'est quelque chose que je vais faire, mais que je crois Gilles Boulot fera aussi et Marie-Sophie Lacaro. En tout cas, c'est vraiment l'envie qu'on a avec Thierry Tullier, c'est de cultiver cette identité qui est très forte et qui, je crois, est profondément la nôtre, La celle du proximité. reportage. Allez, on continue évidemment avec vous, Anne-Claire Coudray, mais tout de suite, c'est le fait média de la semaine. Rémi, avec cette question, le fait média de la semaine, peut-on encore parler de grand-messe du 20h? Oui, c'est à l'heure des réseaux sociaux et des chaînes info. Je vous vois sourire, Anne-Claire. Alors, on va commencer par le juge de paix, les chiffres, avec deux audiences que vous allez voir qui vont apparaître à l'image. Celle tout d'abord du JT de 20h de TF1 en 2000. Alors, à l'époque, 10 millions de téléspectateurs en moyenne devant PPDA. En semaine, aujourd'hui, ils sont 5 millions en semaine environ devant Gilles Boulot. Soit le calcul n'est pas très difficile. 2 fois moins de téléspectateurs. Même tendance, je vous rassure, Anne-Claire Coudray, du côté de la concurrence, du côté de France 2. Alors, nos journalistes Morgane Pearson et Noah Citerne sont allés dans la rue pour poser cette question. Est-ce que vous regardez encore le journal de 20h? Non, plus du tout. J'ai plus la télé. Alors souvent, je rentre trop tard du boulot pour le voir. Mais oui, quand je suis dessus, je zappe un petit peu. Ah, rarement. Oui, je regarde régulièrement. Plus vraiment, non. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple d'avoir accès à l'information. De 20h, oui, la première chaîne, tous les jours. Et le week-end, la 2. Alors ça m'arrive, mais uniquement avec mes parents pour avoir des moments de famille. Oui, ça m'arrive de temps en temps, effectivement. Combien de fois par semaine, par exemple? Je dirais 1 à 2 fois par semaine. Oui, tous les soirs. C'est plus une habitude, en fait. Ça fait partie du rituel du repas, de regarder les informations le soir. Alors, il y a toujours, vous venez de l'entendre, ce rituel du 20h encore présent dans certains foyers. Ouf, me direz-vous, Anne-Claire Coudray. Résultat des courses, bien malgré cette baisse générale, les 20h de TF1 et France 2 affichent des scores nettement supérieurs à ceux des chaînes info. Vous avez également cette jeune femme qui nous a dit « Moi, je n'ai plus la télé, c'est une réalité. » Il y a un vieillissement de l'audience télé. Aujourd'hui, l'âge moyen du téléspectateur du JT de TF1, c'est 57 ans. Celui de France 2, c'est nettement supérieur, 63 ans. Et puis enfin, vous avez ce jeune homme qui dit finalement, c'est plus simple d'avoir accès à l'information avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on l'a compris, votre principal concurrent, le plus gros danger pour vous, Anne-Claire, ce sont les smartphones. Question très directe. Qu'est-ce qui, selon vous, va permettre au JT de résister, de ne pas mourir dans les prochaines années face à ce rouleau compresseur numérique? Alors, déjà, on les touche sur les réseaux sociaux, parce que les reportages que je présente, ils sont ensuite Présents sur les découpés réseaux et sociaux de présents TF1. sur les réseaux sociaux. Et puis, il faut relativiser, évidemment, que les habitudes ont changé. Évidemment qu'à un moment M, il y a moins de gens devant le journal télévisé. Mais il y a aussi un autre chiffre qui est intéressant, c'est que tous les mois, il y a près de 40 millions de personnes qui passent au moins 5 minutes sur un de nos 2 journaux. Ça veut dire que les gens nous connaissent. Vous parliez des 10 millions de PPDA, mais moi, je les ai eus au moment du Covid. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose et que les gens sentent effectivement qu'on est en train de vivre collectivement Avec des quelque scoops chose, aussi, avec des scoops on aussi, revient. la nécessité d'avoir des scoops, des longs Exactement. formats. Voilà, quand il y a une victoire en Coupe du Monde, on sent qu'il y a ce réflexe-là quand il y a un événement. Vous pouvez c'est plus coexister linéaire. finalement entre les Voilà. réseaux sociaux et effectivement les grands JT. Et puis cette jeune femme, elle va vieillir. Non, mais Très bonne c'est ça. conclusion. Non, mais notre obsession, c'est d'aller évidemment trouver les publics là où ils sont, de leur parler, de faire vivre notre. Quand je dis notre marque, c'est notre crédibilité. Et le jour où ils ressentiront le besoin, on sera un réflexe parce qu'on est. Enfin, j'allais dire encore, j'aime pas le terme encore, on est encore et toujours un réflexe. Plus globalement, tout à l'heure, on se posera la question de l'avenir de la télévision avec Philippe Bailly qui va nous rejoindre. Mais dans un instant, Anne-Claire, on parle de 2027 notamment. Et puis Bruno Solo dans Pure Média l'Hebdo qui va nous rejoindre. Mais avant ça, ce sont les Pures Infos et c'est remixé par Thierry Dagiral. Ici la voix. On connaît la date du retour de Secret Story présenté par Christophe Beaugrand. Cet été,
la voix ne prend pas de vacances. Ce sera le 23 juin, le lancement aura lieu sur TF1 et cette année, les quotidiennes seront à suivre sur TMC. L'an dernier, les primes avaient réuni en moyenne 500 000 téléspectateurs, mais gros succès en revanche sur le digital, nouvelle cible des chaînes. C'est tout pour le moment. Et les mesures d'économie se poursuivent à France Télé. Le zapping de France 5, Vue, s'arrête. C'est la courte émission de taille médiatique, longtemps sur Canal+, puis récupérée par le service public en 2017. Clap de fin pour Vue, le 30 juin. Le mercato se poursuit, c'est un retour au bercail. L'humoriste Tanguy Pastureau quitte la bande originale de France Inter. Je sais pas si vous faites des dîners entre amis. Moi j'en fais pas mal en ce moment, je me fais inviter chez des amis qui ont la clim. Même si je les aime pas trop, je préfère rester avec des cons secs qu'avec des gens que j'aime trempés de sueur. Et sera sur RTL à partir du 24 août, 9 saisons à Inter et direction RTL, son ancienne maison. Il sera en charge d'un billet dans RTL Soir, la tranche info, présentée par Anne-Sophie Lapix. Objectif présidentiel 2027 avec un nouveau rendez-vous BFM TV et Le Figaro. Ça s'appellera Le Grand Oral tous les dimanches en direct sur BFM et sur Le Figaro TV. Le tout en public. L'association BFM Le Figaro donnera lieu à d'autres émissions pendant la campagne. C'est l'étude de la semaine. 77% des Français s'informent par la presse, papier ou par les sites d'infos. Mais vous êtes 91% à vous informer via la télé, 80% par la radio. Et 64% des Français estiment que les nouveaux formats vidéo ou podcast sont des opportunités pour l'avenir de la presse. Étude signée Toluna Harris Interactive pour CMA Média. Pour terminer, à 4 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, coup de chapeau à cette chaîne sur YouTube à travers la rétine. 100 000 abonnés déjà au bout de 6 mois, un dog sur la Coupe 2022. Et c'est elle, Jessica, qui vous parle des pays, des équipes, des enjeux de ce mondial et des stars. Et si Cristiano Ronaldo prenait sa retraite dès cet été, imaginez que le Portugal gagne la Coupe du Monde. Quoi de plus beau qu'annoncer sa retraite juste après? C'est aussi sur Insta et c'est top pour réviser avant le mondial. Et avec une petite info en plus, il semblerait, c'est officiel, Camille Combal quitte Énergie et il remplacerait Nagui sur France Inter à la rentrée. Autre chose, on parlait de la semaine dernière de appel à témoins sur M6, mardi soir avec l'affaire Dupont de Ligonnès. Avec Julien Courbet, un spécialiste des arnaques qui semblerait s'être fait bien avoir. Oui, c'est bien résumé avec ce témoignage en direct d'un soi-disant prêtre, un certain Père Marc, affirmant avoir recueilli la confession de Xavier Dupont de Ligonnès dans son monastère en donnant, vous l'avez peut-être vu, beaucoup de détails, notamment qu'il lui aurait avoué tous ses crimes, qu'il était désemparé. Alors ce témoin a même expliqué qu'il avait obtenu l'autorisation de son supérieur, l'évêque de Carcassonne et Narbonne, Monseigneur Bruno Valentin, pour s'exprimer à la télévision. Problème, tout ça était complètement faux. Donc acte 2, le lendemain, Monseigneur Valentin l'a démenti, expliquant ne pas comprendre, je cite, comment M6 pouvait se prêter à une séquence pareille, la chaîne qui lui a, dans la foulée, présenter ses excuses. Anne-Claire Coudray, évidemment, sans critiquer nos confrères M6, mais... Non, je compatis surtout. Oui, c'est l'angoisse. Vous compatissez parce que c'est le risque, effectivement, à partir du moment on fait face tous à cela. À partir du moment où vous avez un témoignage, par définition, vous ne pouvez pas tout vérifier. Après, il y a quand même quelques règles qu'on s'impose, c'est-à-dire au moins de vérifier l'identité de la personne, le contexte, d'essayer de chercher soi-même des éléments qui corroborent ce qui est surtout sur un tel témoignage. Oui, mais là, il se justifie en disant qu'il était en direct. Oui, mais j'imagine que vous ne passez pas tout le monde en direct. Il y a eu 1000 appels. 1000 appels. 1000 appels, et surtout une préparation vraiment énorme avant, puisque énorme aussi campagne de com. J'allais vous dire, c'est pas la première fois que cette affaire mène à des naufrages médiatiques, mais ça veut dire aussi quelque chose du rapport qu'on a à cette histoire. Alors, on connaît Anne-Claire Coudray, effectivement, dans le JT, dans la solennité, solennité du JT. On pourrait même peut-être dire la rigidité, mais on voit bien que vous ne l'êtes pas du tout. Oui, mais vous avez raison. Il y a une forme, c'est ce que disait mon collègue Jacques Legros. C'est très contraint, le journal. Vous devez parler à des gens qui sont très différents. Et donc, la sobriété, en tout cas, est un terme qui convient assez bien. On vous connaît moins, en revanche, en apesanteur. Or, vous l'avez été, ma chère Anne-Claire. Vous avez sauté en parachute en 2022, tout ça pour le 14 juillet. Vous préparez quoi cette année, Anne-Claire? Alors, je ne peux pas tout vous dire parce que c'est un secteur très sensible, mais ce sera autour de la marine, parce que la marine célèbre ses 400 ans. Ce sera aussi très en lien avec toutes les crises internationales qu'on a et un petit indice que de poids avec la dissuasion nucléaire. Voilà. Ah oui, quand même. Donc, si vous avez une petite culture militaire, vous savez à peu près de quoi je parle. Mais oui, le but, c'est pas de faire Martine qui saute en parachute ou
Martine qui va Non, encore moins quand on parle nucléaire, oui. Le but, c'est d'expliquer un petit peu la mission de notre armée dans le contexte international et dans l'actualité. Et donc là, on sera vraiment en plein dedans. Vous réagissez évidemment avec le hashtag Pure Média l'hebdo. Anne-Claire Coudray, vous restez avec nous, je l'espère. Voici un acteur cash et engagé. Bruno Solo nous rejoint alors que sera diffusé mardi soir sur France 3. C'est qui le chef avec Michel Simès et Alice Daubelcourt. Regardez la bande-annonce. Trouve-moi un taf d'ici demain. Ma variation autour de l'endive. C'est ça que tu me proposes, bosser avec une influenceuse? Pourquoi vous m'avez pas dit que c'était Étienne Barbier? Je crois qu'on va bien se marrer tous ensemble là. Un chef aguerri, authentique. Faites-moi confiance. T'es là pour faire tourner ton resto, pour te regarder le nombril dans des vidéos débiles? Je dois sans doute vous confondre avec un autre vieux con. C'est pas vous qui étiez tout le temps à la télé en train de faire le beau H24? Stop! Ça suffit. Tant que c'est moi le chef. Donc c'est moi la chef. Et bonjour Bruno Solo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente Anne-Claire Coudray. Est-ce que vous connaissez? À votre avis. Écran interposé. À votre avis. Interposé. Ma fille est totalement fan d'Anne. Ah, mais je comprends. Ouais, aussi. je vous assure, c'est Et vrai. Philippe Bailly, économiste des médias, qui est avec aussi. nous. Alors, c'est qui le chef? Déjà sur France.tv. Sur ce coup-là, c'est pas moi en tout cas. Ah ben peut-être, attendez, on va voir. Et c'est mardi soir sur France 3. Allez, je fais le pitch ou je me lance? Oui, allez-y, bien sûr. allez. Très volontiers. C'est l'histoire donc d'un chef cuisinier star de la télévision. Qui dit star de la télévision dit égocentrique et cash, comme par hasard, interprété par Michel Simès, blacklisté à la suite d'un scandale médiatique et qui doit faire face, évidemment, à d'importants soucis financiers. Son frère, que vous représentez, mon cher Bruno, lui trouve alors un job qui va s'avérer complexe au quotidien, effectivement, puisque c'est travailler dans l'ombre d'une jeune influenceuse culinaire qui peine à faire marcher son resto. Est-ce que j'ai bon? Vous avez tellement bon, je n'ai plus qu'à raconter la fin, mais j'ai pas envie de spoiler, de divulgacher, comme on dit. Ah mais non, on va pas spoiler. En revanche, c'est bien deux mondes qui s'affrontent. C'est aussi ça que vous mettez en exergue. Oui, c'est Aude Goni-Goubert qui a réalisé et en partie écrit ce film. Et l'idée formidable, effectivement, c'est de montrer ce monde un peu en déliquescence d'un vieux gars qui pense que la cuisine est figée dans ses certitudes à lui et figée dans une certaine image. Et de l'autre côté, une jeune influenceuse qui aime fondamentalement et vraiment avec beaucoup d'ardeur et d'enthousiasme la cuisine, mais qui ne se rend pas compte que travailler dans un resto, c'est pas simplement représenter un plat sur une photo face à des followers, des likes, etc. Donc, ces deux mondes vont se confronter et apprendre à vivre ensemble. Et moi, je suis un peu l'élément modérateur, voilà, le tampon entre mon frère, pétrie de ses certitudes et bouffie d'orgueil, et cette jeune fille pétrie, elle, d'enthousiasme et qui pense qu'elle peut changer le monde. Il nous a quand même fait Le monde penser de à la cuisine. quelqu'un, notre ami chef Michel Simès, en tout cas celui qu'elle représente, un peu à Philippe Etchebest, non? Un cauchemar en cuisine. Alors, je ne me permettrai pas, je ne sais pas si vous avez vu la carrière de Philippe Etchebest, il y a bien un mec à qui j'ai pas envie de m'engueuler, c'est avec lui. Donc, j'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, Michel, lui, je trouve qu'il a fait un travail de composition formidable parce que c'est pas si évident de jouer quelque chose. Jusqu'à présent, il a souvent joué des médecins, des vétérinaires, mais souvent il est resté dans ce qu'on appelle maintenant sa fameuse zone de confort. Mais c'est faux. Là, en l'occurrence, il a eu un certain courage, oui, de se lancer parce qu'il sait très bien à quoi il s'expose. La critique légitime aussi, pourquoi pas alors parce qu'il fait de la télé, parce qu'il est présentateur, il se lance dans la comédie, parce qu'il est pistonné par. Non, c'est ce que vous avez vécu vous avec Caméra Café par exemple et le théâtre après? Non, moi je suis comédien, j'ai une formation de comédien. Oui, mais d'accord, mais alors donc du coup on peut passer de l'un à l'autre maintenant. Non, ça y est, parce que je reste dans un domaine d'activité qui va du théâtre au cinéma, à la télévision. On est encore là-dedans maintenant, même en 2026. Ne faites pas semblant d'être... C'est de la naïveté ou de la candeur? J'aimerais que ça soit de la candeur et dans quel cas, c'est tout à votre honneur. Mais je ne vous crois pas naïve en tout cas. Non, bien sûr que c'est le cas. Il le sait, il s'expose à ça. Il y a d'autres animateurs télé qui se sont exposés à ce... Mais sauf que Michel, moi ça fait des années que je le connais, et Michel, il s'est mis vraiment au théâtre. Michel, il a pris des cours, et des cuisines aussi d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a inspiré ce film. Et vraiment, il s'est mis dedans. Et la petite Alice Baudelcourt, qui elle a une formation de comédienne, on l'a bien entouré, Michel. Il a été très heureux d'être avec nous parce qu'effectivement, on l'a encouragé et on le Alors, c'est aussi chaperonnait. une critique des réseaux sociaux, c'est qui le chef?
Oui, on voit. un petit peu. En tout cas, de l'influence, beaucoup. Bah, oui. Vous parlez en plus, alors là, pour le coup, moi, c'est aussi un rôle de vraie composition, puisque je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas le seul, mais je fais partie des rares personnes qui ne sont pas du tout, même pas un déçu qui les a quittés, mais je n'y suis jamais allé. Alors, je sais qu'ils existent, je fais des choses. Par peur pour de la les critique? Non, Quoi, ça ne vous intéresse pas? Non, c'est pas que ça m'intéresse pas. Je trouve que ça a changé par rapport à mes engagements, notamment avec ONU Femmes France. Je sais que si je suis engagé là-dessus, c'est grâce au combat de #MeToo, par exemple. Et donc, je pense que c'est nécessaire et indispensable. Après, c'est comme tout, les arborescences des réseaux sociaux qui font les dérives, qui font les haters, etc. On peut en discuter, mais c'est essentiel. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Moi, par goût personnel, je n'ai pas envie d'y aller parce que je sais que c'est une charge mentale très puissante. Je sais que c'est beaucoup de temps. C'est très chronophage et que j'aime lire, que j'aime faire d'autres choses et que je vois que les gens qui y sont tout le temps ne passent pas véritablement leur temps ailleurs que sur les réseaux. Et j'ai pas envie d'être esclave de ça. Anne-Claire Coudray, vous vous sentez, vous, esclave des réseaux sociaux? Vous regardez? Non, mais il Quel faut est votre résister. rapport? Il faut résister. Il faut se demander toujours combien d'heures on a passé à scroller. Moi, je suis obligée d'y être. Alors, pas pour alimenter, parce que je ne donne pas mon avis, sinon je me fâcherais avec la moitié de mes téléspectateurs, mais pour voir s'il y a des choses qui commencent à monter en termes de phénomènes, d'images. Je suis évidemment sur les réseaux des autres médias. Enfin voilà, je l'utilise comme un outil, mais je suis assez d'accord. Voilà, il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire ni tout bien ni tout mal. Les messages désagréables quand vous les recevez, comment vous les encaissez? Bon, je les survole parce que sincèrement, sinon on y passe sa vie. Et puis alors vraiment, je suis pas sûre que ce soit représentatif de ce qui se passe. Mais non, j'essaye de voir s'il y a eu un problème avec un journal ou avec un sujet, c'est bien de le savoir. Et là, c'est une bonne façon. Mais moi, je n'ai beau de pas y être, je me renseigne, je vis pas totalement en marge. Je sais ce qu'il s'y passe. Je fais beaucoup de choses pour les réseaux sociaux. Et j'ai beau ne pas y être un acteur, voilà, puisque ni je ne publie, ni je n'y apparais. Pour autant, il y a toujours des âmes charitables qui me disent « Waouh, dis donc, la vache, comment tu t'es fait démonter en disant tel truc. » Moi, je dis oui, mais j'y suis pas, donc me le dis pas. Je vais quand même te le dire. Les amis qui vous veulent du bien. Les amis qui me veulent du bien. Donc voilà, et de temps en temps, j'apprends des choses absolument invraisemblables, des critiques. Et c'est normal, dès lors que vous êtes une personnalité publique et que vous émettez un avis, quel qu'il soit, ça fait partie il du est jeu, repris. vous l'acceptez. Ça fait partie du jeu, je l'accepte et on a le devoir de l'accepter. Bruno, il y a des choses très drôles aussi sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des choses très drôles. Quand j'ai commencé avec ONU Femmes France, par exemple, mon engagement qui date de plus de 20 ans, mais quand je me suis engagé sur ces sujets, un des commentaires les plus monstrueux que j'ai reçus et en même temps les plus drôles, c'est il a vu sa gueule, il a trouvé que ça pour choper des gonzesses. S'engager auprès des femmes. C'est violent, c'est violent quand même. C'est violent, mais ça m'a fait rire. Je me dis qu'il y a un gars ou une fille peut-être, mais sans aucun doute un mec, à 95% ça devait être un gars, qui était derrière, qui dit non mais t'as vu sa gueule et tout, il a trouvé que ça pour attraper. Est-ce que vous avez répondu ou pas? Cette perte de temps. Ben non, j'ai pas répondu parce que je suis pas sur les réseaux. Merci. Je vais juste vérifier. Bruno On Solo, peut toujours vérifier. le grand public vous a connu avec Caméra Café au début des années 2000, c'était avec Yvan Le Bolloc. Non, c'était avant. C'était avec, quand déjà le top 50 en 1990, vous n'étiez pas né. Ah oui, mais je parle de voilà. Caméra Café là. Mais même en la 2000, vérité Caméra si je Café. mens, la vérité si je mens, c'était avant Caméra Café, c'était en 94. C'était quand Caméra Café? 2001. Bon, bah voilà. Bah oui, avec Yvan Le Bolloc, c'est ça. Je te parle bien de Caméra Café début 2000. Sur M6, et en 2023, le programme est revenu, un peu critiqué, même pas mal critiqué. Est-ce que ça vous a fait mal sur cette histoire? C'était des primes? Non, parce que c'était pas des. C'est pas la même époque? Non, la critique n'a pas de. Elle est intemporelle, elle est légitime qu'elle existe. Non, parce qu'elle n'était pas sur, notamment là, dans cet article du Parisien, elle était déconnectés de ce qui nous sommes. Nous faisons de la comédie à la manière des Italiens. On dénonçait de la monstruosité au travers de deux personnages monstrueux, qui d'ailleurs ne s'en sortent jamais. Nous sommes deux anti-héros qui, à chaque fois qu'on émet un avis, quel qu'il soit, sur les sujets qu'ils disent affligeants, sexistes, grossophobes, évidemment, on est puni, parce que c'est nos personnages. C'est justement de montrer cela pour le dénoncer. Oui, enfin, faire semblant d'ignorer l'essence même et l'ADN même de Caméra Café. Alors, vous avez ressorti ça, mais la plupart des critiques étaient plutôt bonnes. On a fait des scores extraordinaires. Et la preuve, on recommence en septembre. Deux nouveaux épisodes. Oui, à 90 minutes. 45. Ah oui, c'est ça. Non mais je vous assure, il me dit non à tout. Hein. Mais non, mais divisé par 2, ça fait 45 minutes. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on l'a. 90. Non, mais il est bon les contradictoires. J'aime bien. Il cherche. Je vais juste terminer ma phrase pour vous dire que c'est pas un 2 x 45. C'est les chaînes qui décident que c'est 2 x 45. Nous, on tourne ça comme un film de 90 minutes. Et les chaînes de télé coupent avec de la pub et appellent ça 2 x 45. Mais moi, j'ai tourné un film d'1h30 et c'est eux qui décident de le couper comme ils le veulent et je n'ai aucune espèce de pouvoir là-dessus. Est-ce que ça s'appelle bien Caméra Café, t'en veux encore? Non, ça s'appelle Opération Retraite.
Vous avez décidément tout faux, là. Et excusez-moi, mais par J'adore. rapport à, non, mais Change par de rapport à office, Caméra Café, vous me disiez tout à l'heure, c'est là-dessus que vous êtes fait connaître. Non, entre autres. Ah oui, parce que Et je moi- parlais des années 2000 avec Caméra Café. Ah oui, des années 2000, Avec mais- Yvan Le Bolloc, mon Voilà, cher ami. mais avec Yvan, on avait déjà, Mais non, mais on avait sait déjà bien. 10 ans On la de connaît, carrière. votre grande carrière, mon cher Bruno. On a tellement 40 parlé ans, même. ensemble. Bruno Solo, toujours cash, vous l'avez remarqué. Vous avez fait parler de vous dans Libération le 11 mai dernier en signant la tribune contre Vincent Bolloré, qui, je cite, l'emprise grandissante qui donc dénonce, cette tribune dénonce l'emprise grandissante de l'extrême droite sur le cinéma français. Est-ce que vous regrettez? Ah non, pas du tout. Non, et puis il faut la lire avec objectivité, la tribune. Moi, je l'ai lu, autrement, je ne l'aurais pas signé. Je ne l'ai pas signé les yeux fermés. Ce qu'elle dit, elle ne parle pas des équipes de Canal+, et Canal+ aide le cinéma. Ça fait partie de ses prérogatives légales aussi. Mais bon, indépendamment de ça, ils aident le cinéma depuis longtemps. Laurent Acide est un homme formidable. Maxime Saada, qui a pris la parole, à mon avis, de manière un peu intempestive, le regrette peut-être déjà, parce que maintenant, on n'est pas 600 à l'avoir signé, on est plus de 4800. C'était une bêtise, sa réponse, Maxime Saada? C'est ce que Je pense qu'en tout cas, c'était un excès de réaction, une impulsivité qui n'est pas à la hauteur de Canal et des équipes de Canal. Canal aide le cinéma, c'est vrai. Mais pour autant, les dérives potentielles que nous signalions dans cette tribune, elles existent. On ne va pas faire semblant d'ignorer que la manière dont Canal et bientôt UGC va être phagocyté par une certaine idéologie est susceptible de changer la vision qu'on aura de l'art. Donc, à partir du moment où il y a des gens qui le signent et à partir du moment où Maxime Saada dit « je vais blacklister ces gens-là », je suis désolé, c'est un petit peu Alors l'équivalent du McCarthyisme aux États-Unis. Si je peux me permettre, il n'a pas dit je vais blacklister, il a dit je ne souhaite pas que, et d'ailleurs il s'est réexprimé à l'Assemblée Générale de Canal en disant je ne vais pas arrêter de travailler avec tous les signataires. Cela dit, on n'est pas les porte-parole. On n'a pas les porte-parole de Canal, simplement c'est difficile à suivre puisque... il y a eu ce texte, 600 signataires, certains s'en sont retirés, comme Jean-Pascal Zadi ou Juliette Binoche, qui ont dit que finalement ils avaient signé un peu trop vite. Ça va où? Il y a été question à un moment d'une médiation. Ça va où? Qu'est-ce que ça doit être demain? Moi, je suis juste signataire, je ne suis pas à l'initiative, à la différence des tribunes que je signe, par exemple, pour ONU Femmes France. Je ne suis pas à l'initiative. Je l'ai signé par solidarité parce que j'ai peur des dérives. Et vous craignez de plus bosser maintenant ou pas avec Canal? Non, déjà, parce que non, je ne crains pas. Et puis si c'est tel le cas, je dirais que je n'ai pas été engagé pour cette prise d'opposition. Je trouverais ça profondément injuste. Nous sommes quand même des citoyens dans un pays démocratique susceptibles de signer des tribunes qui ne peuvent ne pas plaire à tout le monde. Est-ce qu'on vous dit que c'est du procès d'intention? Oui, bien sûr que c'est du procès d'intention à notre égard. Et non, mais non, du procès d'intention vis-à-vis de Canal, puisqu'y compris dans le texte, vous dites aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose, mais demain peut-être. Est-ce que c'est pas un peu tôt? Est-ce que penser le monde, c'est pas aussi anticiper ce qui peut se passer? C'est pas ça aussi l'idée de s'engager dans quelque chose, c'est anticiper effectivement des dérives potentielles. On a alerté sur une dérive potentielle, et puis arrêtons d'être tartuffes. On ne va pas faire cacher ce sein que je ne saurais voir. Il y a potentiellement, et de manière de plus en plus marquée, une dérive potentielle de la culture, et elle est inscrite même dans les programmes de certains programmes politiques. On le sait que le service public est menacé, on le sait que le CNC est menacé, on sait que effectivement, si demain il n'y a plus le CNC et qu'il n'y a plus le service public, il n'y aura plus que Canal qui décidera de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas au cinéma. Et quand on nous dit que le film comme l'histoire de Souleymane, effectivement, a été financé par Canal+, vous ne pensez tout de même pas que c'est Vincent Bolloré lui-même, quand il a reçu le scénario sur son bureau, qui a dit « Ah ça, il faut l'aider ». Non, mais les équipes de Canal, les équipes de Canal, les équipes de Canal, c'est pas du tout elles qui étaient critiquées dans cette tribune. Pas du tout. Il suffit de lire la tribune avec objectivité et avec lucidité. Et si elle est lue telle qu'elle, vous vous rendrez compte que ce n'était pas une attaque en règle contre les équipes de Canal, et personne ne dit le contraire. En revanche, le fait d'avoir eu cette réaction fait que maintenant, on est presque 5000 à l'avoir signé. Donc il pourra blacklister s'il veut 5000, mais moi je me souviens d'heures sombres aux États-Unis, quand il y a eu une liste noire qui a été faite par les McCarthyistes, et voilà, et là c'est une liste noire. Il a dit qu'il n'y en avait pas. Alors maintenant il a dit, mais il est revenu dessus, et c'est tout à son honneur à Maxime Saada. Allez, on continue. Anne-Claire Coudray, Bruno Solo, vous restez avec nous, Philippe et Rémi, évidemment aussi. On va accueillir à présent un patron, et en l'occurrence notre patron, le directeur, le président de T18, Christopher Baldelli. T18 a un an pile ce week-end, et voilà ce que vous avez pu voir pendant un an. Bonsoir, bienvenue chez Ruquier sur T18, comme chaque samedi. Dans ce nouvel épisode de Chien et Chat sans collier, deux refuges s'apprêtent à vivre des moments riches en émotions. Évidemment, on peut faire du poisson sur le barbecue. Bien sûr. Et on va vous proposer une recette assez simple, mais plutôt originale. Et si l'amour ne se vivait plus forcément à deux, et si l'on pouvait aimer plusieurs personnes à la fois, sincèrement, librement, sans trahir
personne. On va parler ce soir de ce duel annoncé pour 2027 entre Jean-Luc Mélenchon pour LFI, Jordan Bardella ou Marine Le Pen pour le Rassemblement national. C'est une affiche qui réjouit évidemment les intéressés, mais qui horrifie tous les autres. Bonjour Christopher. Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir sur votre plateau, cher Christopher Baldelli. Pas vraiment facile de poser des questions à son président, comme vous l'imaginez. Mais vous m'avez demandé une chose avant l'émission, Christopher, c'est d'être cash et de vous poser toutes les questions. Alors, j'y vais. Christopher Baldelli, façon Thierry Ardisson, je reprends mes fiches, votre CV express. D'abord patron de France 2 en 2002, Paris Première en 2006, RTL en 2009, vice-président du directeur du groupe M6 en 2017, 2021 président de Public Sénat et donc en 2025 patron de T18. Pourquoi ce pari fou de lancer une chaîne, surtout en 2025 et quand les deux chaînes présentes, et notamment C8, marchaient plutôt bien ? Et quand je vois tous les logos des différentes chaînes et médias que j'ai dirigés, c'est un peu comme un arbre de Noël. Donc je me suis dit que finalement, comme j'avais fait à peu près le tour des médias existants, il fallait au moins que j'en lance un. Et j'avais jamais eu cette opportunité, parce que c'est très rare. Les dernières chaînes de télévision disponibles, gratuites pour tous les Français, les derniers lancements, c'était il y a 15 ans. Donc c'est vrai que quand mon groupe, CMI, Denis Oliven, m'ont proposé de relever ce défi, je l'ai vraiment fait avec beaucoup d'enthousiasme et je ne le regrette pas. Cette semaine, vous avez communiqué sur les records d'audience. 1,1%, ça veut dire quoi? Vous êtes dans les clous, Christopher Baldelli? Oui, oui. Alors ça peut, je sais que 1%, 1,1%, plus d'1%, ça peut sembler modeste. Mais la réalité, c'est que vous regardez les chaînes de la TNT, vous en avez une dizaine, c'est-à-dire presque la moitié de l'ensemble des chaînes françaises, qui sont entre 1 point et 2 points. Donc quand vous arrivez déjà à un an à toucher 1 point, objectivement, en tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est objectif, il n'y a jamais une chaîne de TNT qui, en 1 an, a atteint un tel niveau. Donc oui, on est plutôt content. Pourtant, vous le savez sûrement, ça a fait sourire du côté de W9. Regardez ce que disait Cyril Hanouna. La chaîne T18, ils ont passé la barre des 1% de PDA. Ils se foutent de notre gueule. Non mais ils ont fait 1%, les gars. Même le public a rigolé quand j'ai vu l'audience. Non mais quand tu fais 1%, mais tais-toi. Fais-toi tout petit. Non mais sans rigoler. Vous répondez quoi, Cyril Hanouna? Écoutez, je ne sais pas vraiment si j'ai envie de répondre. D'abord, non, d'abord Cyril. Non, d'abord j'ai été le patron de Cyril sur RTL. Et c'est objectivement un des meilleurs animateurs du PAF. C'est vraiment, il est dans le top 3, il a un talent incroyable, il le démontre. Bon, là, il parle de médias, c'est un expert des médias. Et en même temps, dans ce qu'il a dit, je note un point qui est faux et un qui est inexact. Celui qui est faux, vous ne l'avez pas mis, mais il a dit sur son émission, oui, on a arrêté Énergie 12, la chaîne Énergie 12, pour mettre, qui faisait le double de T18. C'est exactement l'inverse. C'est exactement faux. Énergie 12, l'année où elle a été arrêtée, en 2024, pour être précis, faisait 0,9. Donc une chaîne qui avait été lancée 15 ans avant, 20 ans avant. Donc déjà en une année, on fait plus que Énergie 12. Et le deuxième point, alors là je suis un peu surpris, c'est un peu l'arroseur arrosé, il nous met 1 ou 2 sur 20, en disant « Ah, les gars, ils ont 1 point, ils se vantent d'avoir 1 point, c'est comme un élève qui aurait 1 sur 2. » Mais W9, la chaîne sur laquelle il fait sa très bonne émission, qui est une chaîne que j'aime beaucoup parce que je l'ai aussi dirigée à son départ, elle fait combien? Elle fait 3%. Elle fait 3 points. Donc on fait déjà un tiers en 1 an de ce que fait W9, qui est la chaîne, d'ailleurs, grâce à lui, leader de la TNT. Donc, si je suis logique, s'il nous met à 1 sur 20 à nous, il se met donc à la chaîne sur laquelle il fait son émission, 3 sur 20. Je ne suis pas sûr que c'est exactement ce qu'il voulait dire. Mais de fait, c'est ce qu'il a dit. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi un sujet de moyens? La télé, c'est aussi de l'argent. Alors, typiquement, C8, quand ça faisait 3 points et quelques de part d'audience, c'était un budget d'à peu près 100 millions. Vous avez dit au lancement de T18 que vous aviez une enveloppe de 30 millions et c'est presque une règle de 3. Vous êtes à 1,1 aujourd'hui. Est-ce qu'encore une fois, 30 millions, ça suffit pour s'imposer et pour devenir une grande chaîne? Notre conviction est que oui. Pourquoi? Moi, je pense que la télévision doit totalement se renouveler. Aujourd'hui, nous, on fonctionne comme une start-up. On a monté cette chaîne à partir de 0. Donc, tous nos coûts sont des coûts extrêmement bas. On ne peut pas en permanence dire que la télévision est en crise, que la télévision n'a plus d'argent. Si on ne se dit pas, mais comment, effectivement, dans un monde où la croissance des recettes publicitaires est plutôt stable, voire en baisse, on ne peut pas tenir les mêmes modèles qu'on a tenus avant.
Donc moi, je dis que chacun fait comme il veut. Ce que je note, c'est que certaines chaînes ont cumulé des déficits, mais dans des proportions incroyables. Nous, c'est pas notre projet. Notre projet, clairement, c'est de, je l'ai dit, et on est tout à fait, on respecte notre... Et à moyen constant, excusez-moi, c'est un peu technique, mais ça veut dire le trajet vers lequel vous allez, on le respecte, et à horizon de 4 ans, notre objectif... Et en année 2, ça reste 30 millions le... Non, mais le succès amène le succès. C'est-à-dire que si notre succès est là, on dépensera certainement plus. Mais en tout cas, on n'est pas là pour faire des déficits à vie, comme l'ont fait certaines chaînes, y compris certaines chaînes qui ont été arrêtées. Christopher Baldelli, il y a quand même... Ça, c'est une critique qui revient beaucoup depuis le lancement de T18. Et d'ailleurs, c'est la même critique pour toutes les nouvelles chaînes de la TNT, mais critique assez forte sur le nombre de rediffusions d'anciens programmes. Critique qui revient, on le dit régulièrement, des séries notamment comme Person of Interest, The Closer, des magazines comme Non Élucidé. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique qui dit, en gros, T18, c'est un robinet à rediffusion, on va dire les choses clairement. La critique est libre et elle est bienvenue parce qu'elle permet de progresser. Celle-ci, elle a une part d'injustice pour une raison très simple. C'est que d'abord, vous êtes un expert, vous le savez. Je ne parle pas là de TF1 ou de France 2, qui sont les grandes chaînes nationales, qui jouent tout à fait dans une autre catégorie, c'est la Champions League. Les chaînes de la TNT, c'est beaucoup des chaînes de rediffusion, qu'elles existent depuis 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Nous, on a fait exactement le pari inverse. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le top 5 des chaînes qui présentent le plus de programmes inédits. Cette émission en est l'exemple. Nous avons ni plus ni moins que 7 émissions inédites qui tournent sur la chaîne, incarnées par des présentateurs, des présentatrices comme Virginie. Donc on est, en termes de volume d'inédits, on est à des milliers d'heures d'inédits par an, et donc on est clairement déjà dans le top 5. Donc on peut nous reprocher des choses que font les autres qui sont exactes, mais regardons ce qu'on fait de différent, et on le fait déjà. Juste un point, je sais que vous n'allez pas me répondre parce qu'il y a la conférence de presse qui arrive, donc je connais par cœur, mais un point, un nouveau programme, de nouvelles émissions, de nouvelles têtes qui arrivent. Alors d'abord... Un succès déjà, l'émission de Croissant d'eau. Oui, absolument. Pour tout dire, tous les soirs, information, décryptage, Mathieu Croissant d'eau, un formidable journaliste avec qui vraiment j'ai plaisir de lui avoir confié cette émission. Il fait très bien son travail. On a une bonne dynamique, donc je peux déjà vous annoncer que cette émission-là, on la retrouvera en septembre prochain. 22h30 tous les soirs avec Mathieu Croissant d'eau. Et au même horaire donc. Et au même horaire, absolument. Allez, on va aller sur l'œil de Philippe Bailly. Vous régissez sur le hashtag Pure Média L'Hebdo. Tout de suite, c'est à vous, cher Philippe. Allez, on entend dire que la télévision est morte. C'est même presque un marronnier. Déjà en 2006, il y avait un livre qui nous annonçait la fin de la télévision. En 2014, 10 ans plus tard, le patron de Netflix, Reed Hastings, nous disait « Bon, il y en a encore pour une petite vingtaine d'années, mais ça ne va pas durer. » Et puis en même temps, il y a quelques jours, PSG Arsenal, c'était 15 millions de Français pour suivre la séance des tirs au but. Le lancement des JO, l'ouverture des JO, même sous la pluie, c'était 23 millions de personnes devant leur télé. Donc on a quand même l'impression parfois que le malade ne se porte pas si mal et puis qu'on mélange un peu des choux et des carottes quand on parle de télé. Alors aidez-nous à démêler les choses du coup, parce que choux et carottes, on est perdu. Alors 3 choses. D'abord la première, le temps qu'on passe, vous, moi, à regarder de la vidéo tous les jours, c'est 4h15 et c'est à peu près stable, quels que soient nos écrans et quel que soit le type de programme qu'on regarde. Deuxième chose, c'est le meuble télévision. Est-ce qu'on regarde vraiment uniquement sur les autres écrans? Eh bien non, c'est 80% sur le téléviseur et 20% sur les autres écrans. Et puis, il y a une autre petite musique, le côté, la télé en direct, c'est fini, ça n'intéresse plus personne. D'ailleurs, moi, mes enfants. Si vous regardez la réalité des choses, d'après Médiamétrie, le direct, c'était 60% de tout ce qui est visionné en 2025. Donc, dans toute ces milliards d'heures visionnées, 60% l'étaient en direct. Donc tout va bien en gros, il n'y a rien à voir à circuler quoi. Eh bien non, parce que quand même, il y a la montée du streaming. Bien sûr, c'est incontestable, c'est majeur. Parfois, ça aboutit à recomposer le paysage, des alliances. Avec Thierry Tuillier, on parlait de l'accord entre Netflix et TF1. Parfois, ça se passe moins bien. C'est la concurrence entre YouTube et TF1 quand les deux veulent aller chercher de l'audience et de la publicité. Et puis surtout, il y a quand même une toile de fond avec d'abord des coûts. Christopher Baldelli en parlait à l'instant, des coûts qui ne baissent pas, les coûts qui payent les journalistes dans les rédactions, comme Anne-Claire Coudray qui coûte très cher à Rodolphe Belmer, des coûts pour acheter des droits sportifs, des coûts pour produire des fictions. Il y a la publicité qui a tendance à migrer vers les plateformes digitales. Et puis au milieu, il y a une réglementation qui continue à être plus favorable à Goliath, les plateformes, qu'à David, les groupes audiovisuels nationaux. Alors,
réforme est urgente. Rodolphe Belmer le dit, génère régulièrement. Maxime Saada l'a dit également. Et peut-être, d'ailleurs, on peut demander à Christopher Baldelli ce qu'il en pense. Oui, alors Christopher, évidemment, mais j'aimerais juste faire réagir Anne-Claire Coudray quand même. La télévision est-elle morte? Surtout son salaire aussi. Ah non, non, salaire, non, c'est pas mon émission, ce sera la vôtre plus tard, Philippe. Non, la télévision n'est pas morte, bien sûr que non. La télévision, elle nourrit aussi tous les nouveaux médias. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos reportages de qualité, et je remercie mes patrons de continuer à investir dans l'information, nourrissent nos comptes sur le digital. Et le jour où la télévision n'existe plus, je pense qu'on a du souci à se faire sur la qualité de nos contenus. Donc, Bruno, je vous vois hocher de la tête, vous êtes d'accord avec ce que oui, vous allez je suis faire? absolument d'accord, la télévision n'est pas morte. Déjà, le direct, effectivement, c'est unique. Il y a un grand événement qui soit sportif ou voilà, un événement quel qu'il soit, à partir du moment où c'est en direct et tout, qui peut proposer cette couverture-là? Et puis en plus, moi je sais dans le milieu artistique, beaucoup de gamins, de filles, de garçons que je croise et qui font par exemple des sketchs sur les réseaux, à un moment, ils rêvent aussi d'être dans une émission de télévision pour pouvoir ramener dans leur pièce, dans leur spectacle, effectivement, un autre public. Et donc, la télé est un médium qui reste fort, qui reste puissant et qui a encore de belles années devant lui, mais on la regarde autrement et elle partage maintenant le terrain avec d'autres supports. Et c'est pas plus mal, c'est bien de partager. Christopher Baldelli. Même mon idée de... Bruno, l'analyse est absolument exacte. La télévision demeure un média très puissant, un des médias les plus puissants. Après, c'est vrai qu'elle a été tellement puissante à un moment donné qu'elle retrouve peut-être juste une position un peu normale, mais qui demeure très puissante. Je vais donner un exemple. Notre modeste petite chaîne qui a été lancée il y a 1 an à peine, chaque mois, depuis janvier, vous avez plus de 27 millions de Français qui, à un moment donné, passent pour regarder nos programmes sur la chaîne. Si vous prenez YouTube, dont tout le monde, même les gens de la télévision, ont l'impression que c'est l'alpha et l'oméga du futur des écrans, si vous prenez YouTube, le même chiffre comparé, sur un mois, c'est 42 millions. Donc oui, c'est plus que nous, mais on fait déjà 2/3 de ce que fait YouTube. Et je ne parle pas de TF1. Et puis vous l'avez dit, l'accord, par exemple, de TF1 qu'a fait Rodolphe Belmer avec Netflix, il est très révélateur. Parce que vous êtes vraiment sur une plateforme de distribution non linéaire. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'associer avec un groupe de télévision qui est un groupe qui a des chaînes de télévision linéaire pour les exposer sur sa plateforme. Donc je trouve que c'est un très bel hommage à cette télé qui, pour moi, est loin d'être morte. Anne-Claire, l'info sur Netflix, justement, ça vous parle, ça vous effraie? Nous, notre problème... Alors, l'info sur Netflix, j'espère qu'il y a un avenir pour les documentaires d'information, les magazines, etc. Le journal télévisé, c'est un peu compliqué parce que le replay, par définition, ne marche pas. Sauf avec des moments comme Stromae ou d'autres qu'on aura un plaisir à revoir. Et moi, je présente aussi l'émission Grand Reportage, qui est une émission d'information. On lance notre chaîne YouTube lundi et on a évidemment on offre une seconde vie, voire une troisième vie à ces reportages d'une grande qualité. Chaîne YouTube Grand Reportage, est-ce que vous pourriez lancer un podcast comme le fait Audrey Crespo-Marin? Oui, je pourrais, mais il y a déjà pas mal de podcasts qui existent. La télé, la caméra est là, vous pouvez passer un message à Thierry Tullier. Est-ce que vous avez des non, on en a discuté. Non, j'ai déjà beaucoup de travail, justement. On est tous multicasquettes à TF1, vous l'avez remarqué. Donc non, il y a déjà des très Un dernier petit mot, Bruno Solo, pardon, Christopher Baldelli. Un dernier petit mot, Bruno Solo, parce que votre engagement est immense sur plein de sujets. Vous avez beaucoup mentionné ONU Femmes France. J'aimerais vous poser cette question. À quel point votre regard a changé sur ce monde, sur les hommes en général, et à quel point aussi vous avez emmené avec vous toute une génération? Écoutez, ça, j'aurais pas cette prétention, mais j'aimerais l'avoir. J'aimerais savoir qu'effectivement, ma prise de parole et celle d'autres hommes peuvent changer le monde. Mais moi, je ne veux pas vampiriser la lutte des femmes depuis les années 70 et notamment depuis #MeToo, depuis 2007 à peu près, depuis 2017, pardon. Je ne veux surtout pas qu'on confonde. Nous devons ni être devant, nous les hommes, ni en retrait. On doit être sur la même ligne. Avec que les femmes. Que les femmes qui savent exactement, ne nous libérez pas, on s'en charge. Elles me disent souvent, moi, les femmes que je peux rencontrer. L'idée, en fait, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus un homme qui peut ignorer ou faire semblant d'ignorer qu'à chaque fois qu'il y a une agression qui est commise, à chaque fois c'est un homme. Pas tous les hommes quand même, mais à chaque fois un homme. Les chiffres, ils sont là, les faits sont là. Et moi, j'espère que après la prise de parole de Thomas Pesquet, il y a quelques jours, sur France 5, à l'issue de la Grande Librairie, qui est l'incarnation d'un homme puissant, d'un homme extraordinaire, d'un héros dans l'esprit de beaucoup de gens, que si tous ces hommes, on arrive à se fédérer et à être aux côtés des femmes, de l'autre moitié de l'humanité, eh bien, on pourra sauver le monde. Merci, et moi, Bruno. je suis juste un tout petit colibri au milieu de cette prise de parole. On continue dans chaque semaine dans Pure Média l'hebdo. Évidemment, nos conseils sur ce qu'il ne faut surtout pas rater cette semaine. Ce sont les purs recos et c'est signé Thierry Dagiral.
Rocco, cette semaine n'est pas une de plus. D'abord ce soir sur France 5 à 21h, la fabrique du mensonge consacrée à la rumeur Brigitte Macron qui serait née homme. C'est destiné à blesser et atteindre une femme dans ce qu'elle peut avoir de plus intime. Si on démolit Brigitte, naturellement on démolit Macron. Comment la blague est devenue une théorie complotiste, une affaire politique, voire une affaire d'État. Un seul but. Éroder encore davantage la confiance à l'égard des institutions, des médias. L'ombre de la rumeur, c'est passionnant, c'est inquiétant, et c'est ce soir. Demain soir sur LCP, la chaîne assemblée à 20h40. Ce doc utile à 3 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Pas une seule personne peut vous dire que vous ne pouvez pas réussir. Ça ne dépend que de vous. Gros plan sur ces minots qui se rêvent en futur Mbappé ou Matuidi. Ils ont entre 13 et 16 ans, ils n'ont qu'une idée en tête, rejoindre un club, voire intégrer un jour l'équipe de France. Footballeur professionnel entre contes de fées et parcours du combattant. C'est demain soir donc. Vouloir devenir professionnel, c'est depuis que j'ai 8-9 ans. Enfin, c'est la série qui a reçu le Grand Prix Sérimania 2026. Proud, série polonaise qui débarque vendredi prochain sur HBO Max. C'est l'histoire de Philippe, un jeune gay insouciant et arrogant. Mais tout va s'écrouler autour de lui et il va devoir s'occuper d'un enfant. Co teraz zrobisz? Chcę ją adoptować. Un séisme qui bouscule toutes ses certitudes. Proud, un épisode par semaine jusqu'à fin juillet sur HBO Max. Voilà les purs Rocco signés Thierry Desgiral. Merci beaucoup Philippe Bailly, Rémi Jacob d'avoir été avec nous. Un grand merci Anne-Claire Coudray. On vous retrouve évidemment tous les week-ends sur TF1. La reine de l'info qui était avec nous sur Pure Média Lebdo. Bruno Solo évidemment, c'est qui le chef mardi soir sur France 3. Caméra Café qui va porter un autre nom mais qui va revenir en format 90 minutes cher ami. très vite. 2 fois 45 m'a-t-on dit. C'est vous qui me l'avez appris en fait. Merci Christopher Baldelli d'avoir été avec nous. Évidemment le président de T18 sur le canal 18, mais vous le savez déjà. Longue vie à la chaîne et bravo surtout à toutes les équipes, j'en profite aujourd'hui. L'émission est en replay sur notre chaîne YouTube Pure Média et sur t18.fr. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.